Je m'appelle Fabien Masson, j'habite à Saint-Jean-d'Arvey, je suis entrepreneur et sportif. Entrepreneur sportif, c'est comme ça que tu te décris? Ouais. Ok, cool. Bon alors, comment ça va le moral? Parce qu'en fait, tu viens d'arriver et tu viens de me dire que tu venais d'avoir un nouveau contrat. Comment va le moral? Eh ben, le moral va bien, c'est top parce que je viens de signer un nouveau contrat. Ok. Et ça fait combien de temps que tu as lancé la boîte? Ça fait 6 mois, Donc, c'est tout neuf? donc c'est le début et c'est mon troisième contrat, donc pour Ouais, le coup. exactement. Allez, relance-moi là cette roue. Allez, Allez, fais-la me tourner et je vais dire. alors la question, quel entrepreneur? Eh ben, on est sur la question, qui es-tu au-delà de ton titre de gérant 2? Quel intitulé j'aurais? Comment tu te définis comme entrepreneur? Donc, ça Comment pour reprendre ce que tu as vécu avant, parce Ouais. que là du coup c'est un peu Ouais, neuf. ouais, ouais. Comment je me vois comme entrepreneur? Je me vois quelqu'un de très empathique. Et qui n'ose pas forcément tout montrer de sa personnalité. Ok. Ça se voit. Non, moi, je le vois pas. Je le vois pas. Donc le but c'est quand même de montrer toute ta personnalité. Ouais, là c'est le but. Face caméra. Non, mais ouais, je suis quelqu'un de timide à la base. Je suis quelqu'un qui aime travailler avec les autres, qui aime faire grandir. Je pense que ce qui me décrit le plus, c'est du vécu que j'ai eu dans ma boîte, mon ancienne boîte, c'est faire grandir les gens, former, donner, partager. Ok. Et du coup, si tu veux te donner un nom commun ou à toi-même, Ouais, c'est dur comme question. tu vois, Ah, c'est dur. plutôt que conseiller rivaliste. Ouais, je mettrais accompagnant, parce que j'aime bien ce côté accompagnant. Je trouve que ça fait un lien solide, humble. Ouais. Le Euh, compagnon de route. ouais, un compagnon de route. Un compagnon de route, ouais, sur qui tu peux compter, sur qui il sera fiable, qui n'est pas là pour se valoriser par rapport avec la personne que tu travailles, Hmm. ou qui ne sera pas là pour dévaloriser la personne avec qui tu travailles. Donc voilà. Ok. Cool. Et donc, pour resituer, refais-moi un peu ta carrière. Ouais, alors du coup j'ai fait des études dans le sport, Hmm. avec comme tout le monde dans le sport, j'ai fait STAPS, tout le monde voulait être prof de PS. Et puis certains l'ont fait, puis moi j'ai été prof de PS pendant un petit moment, et puis j'ai pas eu un gros déclic pour me dire j'ai envie de faire ça pendant 40 ans. Donc j'étais sportif, je le suis toujours, mais ma passion c'était vraiment le sport à ce moment-là. Je suis rentré dans un magasin où il y avait plein de produits Décathlon dedans, et puis je me suis dit mais en fait c'est peut-être ça que j'aime, c'est de vendre des produits de sport parce que je suis passionné de sport. Pas parce que je suis un commerçant à la base, parce que j'avais fait des études lambda, hein, pas rien à voir avec le commerce. Et puis du coup, c'est là où je me suis dit, bah allez, je toque au carreau, je vais voir le directeur. Et puis j'ai dit, j'aimerais bien bosser avec vous. Ça s'est fait comme ça. Et puis c'est comme ça que ça a commencé mes 12 années avec Decathlon. Ok. Voilà. Donc j'ai été responsable de rayon, j'ai été directeur de magasin. J'étais directeur de magasin en Moselle, donc j'ai pris mon baluchon, je suis parti en Moselle. Et puis après, je suis revenu à Chambéry. J'ai été directeur régional des petits formats Décathlon. Donc je m'occupais de l'animation de 12 petits magasins à travers toute la France. Je voyageais pas mal. Et puis du coup après, par envie de stabilité, et puis de me confronter aussi à un autre style de commerce qui était la boutique Décathlon qu'on connaît bien, plus gros magasin, 60 personnes, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais j'étais directeur d'un magasin à Chambéry. D'accord. Et donc ça, on en a déjà parlé justement de cette différence entre la petite structure Ouais. et la grande structure. Ouais. Ouais, bah c'est vrai que je l'ai vécu de l'intérieur à Decathlon parce que j'étais un petit peu dirigeant de start-up de Decathlon. Donc je m'occupais de 12 petits magasins, c'était des équipes de 7-10 personnes, donc il y avait pas grand monde. Et puis le magasin de 60 personnes, où là j'avais l'impression l'image que j'avais, c'était un peu le gros paquebot qui est puissant, qui a une vague et qui va pas se faire renverser, mais qui est lent à bouger. Et puis à côté, c'était plutôt des petits magasins, c'était des bateaux de course, tu vois, qui vont super vite, qui tournent vite. Mais par contre, s'il y a une grosse vague, c'est difficile. C'est un peu l'image que j'ai. C'est cool que tu reprennes l'image du bateau, parce que du coup sur mon bras est tatoué un bateau, et en fait ça me vient
de cette fameuse citation de Paulo Coelho dans L'Alchimiste. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Non. C'est un grand bouquin de philosophie, c'est un roman philosophique en fait, Paulo Coelho, c'est un écrivain assez connu, et qui dit les bateaux sont plus en sécurité au port, mais ce n'est pas pour ça qu'ont été construits les bateaux. Et j'aime beaucoup cette citation, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc j'en reviens à cette question de pourquoi passer d'un poste, je pense très sympa, bien payé, avec le confort du CDI, à conseiller Rivalis, entrepreneur, indépendant. Ouais, c'était un choix dur, mais en fait, avant d'être à Decathlon, j'avais créé ma petite entreprise. J'étais éducateur sportif pour une asso, j'ai été agent commercial à mon propre compte, je revendais du matériel de sport. Et c'est là déjà que je me disais, à ce moment-là, toutes mes décisions, je devais les assumer moi et je devais les mettre en œuvre moi-même. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce déclic-là aussi. J'ai voulu que ce que je faisais, ça soit pour moi. Pour moi et pour le patrimoine que je créerais moi-même. Et puis d'être tout à fait autonome sur les choix. Parce que on sait très bien quand on est salarié, on a beaucoup de responsabilités avec la possibilité de prendre des décisions. Mais il faut que ça soit évidemment des décisions qui vont dans le sens de l'entreprise. Donc il y avait ce côté d'indépendance. Ok. Et qu'est-ce qui a été le déclic ? Le déclic, c'était la lenteur des projets que j'avais pris en responsabilité, parce que j'avais pris des responsabilités sur le développement de projets, donc on était plutôt dans la création de nouveaux sites. La création de nouveaux sites, ça se faisait en 3, 4, 5 ans, et je suis peut-être un peu pressé, donc je voulais pas attendre 4 ans, et je me suis dit je me relance, on est content de comment ça avance, mais moi je suis pas content moi-même parce que j'ai envie que ça aille plus vite. Donc j'ai eu déjà ce déclic-là de me dire j'ai pas envie de bosser pendant 3 ans sur un projet pour qu'il aboutisse peut-être dans 3 ans. Donc je voulais que ça aille un peu plus vite, que mes décisions elles soient perceptibles plus vite. Ok, c'était vraiment ça. Et donc pourquoi conseiller Rivalis ? Ouais, conseiller Rivalis, en fait on vient d'en parler, mais l'expérience des petits formats, des gros formats, ça m'a fait aussi réfléchir sur ce qu'il y avait autour de moi. Et autour de moi, en fait, il y avait des centaines d'entrepreneurs qui sont du freelance tout seul à l'entreprise d'une TPE de 19-20 salariés. Et ces personnes-là n'ont pas forcément les moyens qu'a Decathlon dans la structure. Moi, j'étais accompagné d'un responsable RH, d'un contrôleur de gestion, d'un responsable exploitation magasin. Voilà, on est super bien outillés et en fait c'est plein de compétences qu'on a besoin quand on est entrepreneur, qu'on veut prendre des décisions. Puis du coup autour de moi je me dis mais en fait il y en a un paquet autour de moi qui n'ont pas ça et moi grâce à cette expérience je vais essayer de le transmettre. Cool. Et alors, question qui m'intéresse, je la pique à Fabrice Florent, qui a un très bon podcast qui s'appelle Histoire de succès, et qui pose à tous ses invités comment était le Fabien quand il avait 8 ans ? Alors le Fabien quand il avait 8 ans était très différent de celui d'aujourd'hui. J'étais une boule de nerfs qui tenait pas en place, qui n'écoutait pas trop, qui recevait des petits cartons rouges en fait sur son bulletin d'école que tu donnes à tes parents le soir. Fabien il était encore dissipé, Fabien il était un peu vite sur son exercice, j'étais plutôt bon en maths, il était plus vite que les autres sur les maths, mais du coup son deuxième truc c'était de déranger les autres. Donc c'est okay. Ça. Et est-ce que tu avais déjà un côté entrepreneur comme ça ? J'aimais bien travailler avec mon grand-père qui était très manuel, qui faisait de la mécanique, qui travaillait le bois, voilà. Et j'aimais bien réaliser des choses qui se voient et sur lesquelles tu peux être fier. Okay. Ça peut être une première forme de... la partie création. La partie création. Ça fait partie des... J'allais dire, c'est une question assez vaste, mais quel genre d'entrepreneur tu es ? Mais au sens de fédérateur, créateur, innovateur, même plus que créateur, leader. Moi je dirais que je suis quelqu'un qui essaie de toujours trouver une solution. En fait, dans tout mon parcours, quand on a eu un souci, j'étais le premier à dire ouais très bien, donc soit on est fataliste ou soit on trouve une solution. Et moi je pense que j'étais tout le temps celui qui disait mais on va trouver une solution.
Et plutôt créatif du coup à se dire il faut chercher partout. Pas forcément dans le cœur de ton métier, un peu de partout. Ta matière préférée c'était quoi? Plutôt maths ou français en fait? Et c'était plutôt maths. Ouais, c'est ça. Ouais, plutôt maths, trouver une solution à un problème. Ouais. Et plus que les chiffres, les résolutions de problèmes, c'était vraiment mon truc. Me casser un peu les neurones à dire mais il y a forcément une solution à ce problème. Donc à un moment personne ne trouve, mais je vais trouver quoi. Donc ça va de ce côté-là. Donc c'est... Du coup, comment tu te qualifierais comme entrepreneur? Curieux. Qui va chercher les gens, qui va chercher les idées, les solutions. Je dirais curieux, je dirais empathique. J'ai vraiment envie. Alors je suis dans du conseil, donc le but c'est d'aider d'autres entrepreneurs. J'essaie d'être empathique pour comprendre un peu ce qu'ils vivent. Et c'est vrai que je vais travailler avec des personnes qui ont des corps de métier très différents. Et j'ai l'impression, sans prétention, mais de vite connaître ce qu'il fait. De vite me mettre dans la peau de ce qu'il vit en difficulté, de ce qu'il vit en réussite. Et donc cette empathie, je pense que je l'ai vraiment. Et puis après le côté compétiteur, il y a un moment les chiffres, il faut les faire exploser. Donc du coup il faut trouver les solutions. Ça peut être du commerce, ça peut être de la com, ça peut être du management, ça peut être plein de choses, mais il faut faire parler les chiffres plus positivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, toi, ton talent, c'est de pointer, de dire si c'est plutôt, j'allais dire, l'entreprise c'est plein de curseurs, et du coup on va peut-être baisser celui-là et lever celui-là. Ouais, c'est d'avoir ce regard un peu 360 degrés sur l'entreprise. J'ai pas une compétence très spécifique sur un sujet, mais j'ai une vision très large. Et du coup, c'est vrai que le but, c'est peut-être de parler un petit peu de management, de comment il fait pour manager ses bonhommes. Puis là, je vais peut-être appuyer sur « Ah oui, tiens, lui, il a peut-être un talent qu'il faut exploiter. » Après, on va parler de communication et un artisan qui donne pas les devis en main propre à son client, moi ça me gêne. Il y en a plein qui le font parce qu'ils n'ont pas le temps et moi ça me gêne parce qu'il faut trouver de la relation client. Voilà, puis bon, on peut faire plein d'exemples, mais c'est de trouver un peu, tirer la ficelle jusqu'au bout. Cool. On relance la roue. Allez. On passe sur la deuxième catégorie. Alors, on va éliminer ça. Donc, ta vision de l'entrepreneuriat. Ok. Alors, ma vision de l'entrepreneuriat, on vient d'en parler. Faut-il être créatif pour entreprendre? On vient d'en parler, oui, parce que moi j'aime bien trouver plein de pistes. Faut être mesuré, je pense, quand même. Donc, faut être créatif et il faut cadrer un peu les choses pour pas aller trop vite. C'est-à-dire parce que si on trouve un nouveau service pour ses clients, on est créatif, on a envie de le mettre en place et puis voilà, le but c'est d'arriver à se dire bon, comment je le mets en place, quel va être mon service, quel va être mon prix, quel va être... Voilà, donc faut être très créatif et après faut être assez cartésien pour mettre en œuvre et professionnaliser un peu les choses. C'est la partie à la créativité, c'est la partie recherche de solutions. Ouais. Et puis après, comment... Et après, dans la pratique... Dans la pratique, il faut cadrer un peu. T'as les deux personnalités du coup? Comment? T'as les deux personnalités, on vient d'en parler. Oui, parce que je suis plutôt quelqu'un de créatif, mais comme j'ai été plutôt avec une éducation plutôt carrée, avec j'ai aimé tout ce qui était scientifique. Donc il y a un moment, c'est aller rechercher des solutions à des problèmes, mais par contre, A plus B égale C, quoi. Et je suis pas dans le A plus B égale... voilà. Oui, je vois ça. Y a-t-il un âge pour entreprendre? Non, non, parce que j'avais lancé ma petite entreprise, comme une chanson, là, ma petite entreprise. J'avais 18 ans. Ouais, donc à peine être majeur, j'avais commencé. Maintenant, on n'a pas le même regard des choses. Je dirais que là, j'ai 2 enfants, j'ai été salarié pendant 12 ans, je regarde pas les choses pareilles. C'est-à-dire? J'aurais plutôt le côté carré qui arrive. Avant, j'ai plutôt le côté créatif, et puis au fur et à mesure de l'âge, on a le côté plutôt carré qui arrive. Ok. Tu perds pas le côté créatif là?
Non, je le perds pas. J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont à 2000 à l'heure. Donc avec eux, je le garde. C'est une source d'inspiration? Ouais, parce que du coup, chaque jour est une nouvelle journée. Il faut les occuper, il faut faire des choses qu'on aime, qu'on a envie de faire. Et chaque jour est une nouvelle création. Est-ce que, alors c'est une question que j'aime bien, est-ce qu'il y a un statut social d'entrepreneur? Est-ce qu'il y a une image? Est-ce que tu as l'impression que de passer de directeur en CDI à entrepreneur indépendant, est-ce que tu as vu Ouais, alors je veux dire, comment ça a été pris par ta famille autour, enfin... du coup, j'étais directeur, donc j'étais un peu le cadre. Alors, dans le social, quand on est cadre, voilà, c'est plutôt un bon poste, etc. Là, je suis cadre, mais à mon compte, tout seul. Donc je trouve, moi, ça me valorise, parce que je suis fier de dire que tu es chef d'entreprise, d'une petite ou d'une grosse entreprise, tu es chef d'entreprise. Et puis ma famille, elle va plutôt voir les choses comme le gars qui prend un peu des risques quand même. Tu vois, dans le côté carré, mais c'est qu'il prend des risques, parce qu'il a quand même un poste intéressant, fiable, dans une belle entreprise. Donc du coup, socialement, valorisant, mais dans la sécurité. Et cette prise de risque, justement, quel rapport tu as à ça? Un rapport stressant, positif, pour dire, il y a un moment, quand tu es salarié, à la fin du mois, tu vas avoir ton salaire. À la fin du mois, tu vas avoir que si tu obtiens des contrats, que si tu obtiens du business. Donc c'est positif, parce qu'il faut aller de l'avant. Qu'est-ce que ça change en toi? Tu relatives beaucoup plus les choses, je pense. Tu penses... c'est un peu peut-être dur ce que je vais dire, mais là je suis dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il faut bosser pour gagner de l'argent, mais comment tu le fais tout en gardant une valeur profonde que tu n'as pas envie de perdre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par valeur profonde? Moi, mes valeurs, c'est que j'ai créé une entreprise pour aider des entrepreneurs qui n'ont pas accès à tout ce que j'ai connu. Donc c'est de garder cette valeur d'être dans j'aide, mais que je puisse faire vivre mon entreprise et voilà, devenir salarié de mon entreprise. Ouais, c'est... J'ai dire ce rapport à... Comment dire... justement au business, au revenu quoi. Là t'es purement dans la vraie logique de... À la fin, tu as quelque chose que si tu crées de la ressource. Donc il faut que je crée de la ressource. C'est pas facile. Et ce sentiment-là, tu l'avais moins? Ou tu l'avais pas? Si, alors je l'avais beaucoup parce qu'on le cultive beaucoup. C'est une entreprise où on valorise vraiment le côté intrapreneur. Donc du coup on le valorisait vachement, mais t'as pas le risque. Il n'y a pas le risque, sauf catastrophe, t'es payé à la fin du mois, donc il n'y a pas de risque. Donc on le cultivait dans la façon de prendre les décisions, mais dans la réalité c'est tout autre quand t'es tout seul et puis que tu te dis moi je regarde ma trésorerie et c'est ça qui va faire que je vais vraiment me payer. Donc t'as plutôt la perception réelle de la vie d'une entreprise. Ok. Et du coup par rapport à ça, ce fameux adage client est roi, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'essaie de tout le temps transmettre ce côté-là. Parce que quand on travaille dans le commerce, il y a un moment, c'est parce qu'on a eu des valeurs de servir des clients. Donc moi j'ai toujours eu tendance à dire le client est roi, avec la mesure de clients sérieux, qui sont responsables et qui ne font pas n'importe quoi. Mais j'avais tout le temps ce côté un peu, votre client c'est celui qui vous donne à manger à la fin. Donc il faut le servir et surtout aller dans le sens de son client. Pas forcément dans le sens de l'entreprise, vendre ce produit-là parce qu'on a plus de marge, non, c'est de vendre ce produit, ce qui correspond à ton client. Ok. Donc j'ai toujours eu cette culture-là. Donc, et si, si le client est exécrable, etc., est-ce qu'il reste roi? Si je prenais ma casquette de directeur de magasin, je te dirais il est roi quoi qu'il arrive. En fait, par expérience, je sais que si tu rentres du mauvais côté, tu commences à t'énerver avec ton client parce que tu te dis il me prend pour un lapin de 6 semaines, etc. En fait, ça veut dire que tu lui donnes de l'importance.
Et moi j'ai toujours cultivé, mais ne lui donne pas de l'importance. Puis il se rendra compte par lui-même que c'est lui qui dérape et que toi, tu restes serein et tu lui expliques calmement les choses. Et ça marche très bien. Okay. Et on a eu beaucoup de cas de clients qui se disent « Ah mais je me suis peut-être emporté ». Bah oui monsieur, vous vous êtes emporté, moi j'ai pas d'intérêt à ce que ça aille voilà, vous avez pas été cool avec moi, ça n'a pas été très sympa ce que vous avez dit, voilà, je vous apprécierai pas plus que ça. Et puis voilà. Ouais, j'essaie de rester calme. Ok, cool. Je m'en vais, je pars de là. Mais est-ce que tu imagines une société sans... perdu. Une société sans entreprise privée? Non, pas du tout, parce que c'est ce qui crée la richesse. En France, la France a été créée par des personnes qui ont créé des choses par leurs mains, l'agriculture notamment. L'agriculture c'est du privé, c'est je produis, je vends et c'est ça qui fait la vraie vie, je trouve. Donc au contraire, je pense qu'il faudrait encore un peu plus de privé dans la façon de concevoir les choses. Parfait, belle transition pour la troisième roue. Ça marche là. Allez, troisième roue, la vision du monde et de l'avenir. C'est parti. Demain tous indépendants. C'est un bel adage. On pourrait brandir son panneau avec demain tous indépendants. En fait, je dirais qu'il y a des gens qui peuvent être indépendants et d'autres qui ne peuvent pas. Pourquoi ? Parce qu'on a ce besoin de se rattacher à quelqu'un, que ce soit sa famille, des proches, le patronat. Il y en a. Moi, j'ai travaillé avec des personnes qui ne voulaient pas prendre plus de responsabilités, pas devenir indépendants. Après, il en faut pour tout le monde. Donc je peux pas dire qu'il y a une voie unique, ma question c'est pourquoi il y a des cerveaux, ou des gens, qui veulent ça et des gens qui ne veulent pas. D'après toi, où est-ce que ça prend naissance ? J'ai peut-être un côté rebelle. Peut-être un petit côté rebelle de dire j'ai pas envie de faire comme les autres. Je pense qu'il faut un peu de ça quand même pour dire j'ai envie d'être indépendant, de vivre comme j'ai envie de le vivre. Parce qu'on vit dans une société où on est conditionné, il y a l'école, l'éducation, tout ce qui va. On est à peu près tous conditionnés à être dans le même moule. Et puis celui qui est indépendant, c'est un peu le rebelle qui veut sortir un peu de ce cadre, un peu de cette bulle. Très intéressant, qu'est-ce que tu penses de l'école en tant qu'entrepreneur ? Pour avoir des enfants, pour avoir été un peu prof, je trouve que l'école le conditionne trop. Certes, il y a la partie apprentissage qui est nécessaire et qui est hyper important. Et pour moi, il faut faire la différence entre ce que doit inculquer en connaissance l'école et comment toi tu te l'appropries et tu deviens compétent. Et je trouve que l'école conditionne un petit peu trop le fait qu'on doit tous ressembler un peu à la même chose. Donc il y a des écoles, des techniques d'école, la Montessori, etc., qui est plus dans l'apprentissage par le geste, par l'expérience. Et je trouve que ça c'est quelque chose qui te forme un peu plus par toi-même. Tu mettrais tes enfants dans une école comme ça ? Je me pose la question, parce que mon fils est un peu comme moi. Mon fils est un peu comme moi et il aime peut-être pas rentrer dans le moule, et en tout cas on lui fait bien comprendre qu'il n'est pas dans le moule classique, parce que il a envie de découvrir plein de choses, il est créatif. Et je pense qu'un jour ça peut finir dans une école un peu plus comme ça, un peu plus libre. Cool. Et j'allais dire, je reviens un peu sur ce que tu disais un petit peu avant, et que tu dis que tu as été prof. Et donc c'est une question que je pose quasiment, je pense, à tout le monde, parce que je l'aime bien. Qu'est-ce que tu penses de cette prisme de voir la société qui va à 3 vitesses, celle des fonctionnaires, celle des salariés et celle des indépendants? Ouais, t'as raison, il y a vraiment ces 3 vitesses-là, je trouve. Mais c'est plus par... tu vois, on est dans peut-être 3 mentalités différentes. Le fonctionnaire, c'est le service d'État qui a créé ça depuis des dizaines d'années, des centaines d'années. Donc voilà, c'est plutôt, on est très assisté dans tout ce qu'on fait, donc ça nous sécurise. Donc on est plutôt sur des gens qui ont besoin de sécurité.
L'entreprise, on est salarié, où on doit aller dans le move d'une entreprise, donc ça nous sécurise, mais on est salarié, où on doit quand même avoir un peu de performance à la fin de l'année. Mon patron, il m'évalue un petit peu. Et puis l'indépendant, c'est celui qui est justement un petit peu à côté de ce moule-là. Il y a cette notion de performance, parce que ça marche que si on a de la performance, mais il y a cette notion, je prends des décisions, je sors un petit peu de mon chemin, je teste, ça marche pas. Voilà, on est dans une prise de risque constante. Mais ces trois mentalités, peut-être un peu rebelle, peut-être le côté un peu performeur, et puis un peu le côté un peu sécurisé. C'est plutôt un mal ou un bien, ça? Moi, je suis loin de juger si c'est mal ou bien. J'ai pas la prétention de dire c'est mal ou bien, c'est des personnalités qui sont différentes. On vit les choses différemment. Ok, et j'allais dire... parce que par rapport à l'histoire de la vitesse d'évolution des choses, est-ce que j'allais dire... justement l'État, on sort du fonctionnaire, mais de l'État, est-ce qu'il ralentit les entrepreneurs justement ou... En fait, j'ai l'impression, et je le vois en ayant créé une entreprise, on voit tout de suite l'administratif. Je pense que c'est le poids administratif de tout ce qui avait été décidé pendant toutes ces années qui font qu'on passe du temps à gérer des papiers, à rentrer dans des cases, et qui ne te permet pas d'être dans le concret, d'être dans pourquoi tu avais créé ton entreprise. Donc je pense que il y a quand même toute cette partie-là qui nous ralentit. Et on voit, on médiatise pas mal aussi les startups qui sont valorisées, mais qui sont quand même dans ce poids administratif. Mais les startups, c'est des gens qui essaient de mettre ça de côté, puis qui innovent, qui changent leur façon de vivre, leur façon de fonctionner. Et l'État a besoin de ces startups, parce que l'État ne peut pas aller aussi vite que ça. Oui, c'est un peu ce que j'interroge, c'est-à-dire que je pense qu'on est d'accord pour dire que tout le monde a besoin de tout le monde. La question, c'est comment justement mettre de l'huile dans ces engrenages un peu trop... Ouais, c'est une grande question, mais je dirais qu'il faut que l'État s'inspire un petit peu du fonctionnement d'une start-up, mais pour essayer d'aller un peu plus. Startup Nation? Ouais. Parce que du coup, faut être un peu plus rapide. On est dans un monde où nos enfants vivent à 4000 à l'heure avec les ordinateurs, les téléphones. On a accès à l'information où on veut, quand on veut. L'État a été construit à un moment où c'est l'État qui donnait l'information. C'est l'État qui a créé la première chaîne publique où il fallait rester à 20h pour regarder son journal. Aujourd'hui, tu regardes plus ton journal à 20h, tu as ton info au bout de ta main. Exactement. Et donc, j'allais dire, ça va être ma dernière question, mais c'est hyper intéressant, Startup Nation. Et du coup, par rapport à, ça fait partie des questions qui sont dans la roulette, de une vision plutôt Elon Musk, on va sur Mars et on va toujours plus vite, et ou on prône une vision un peu retour à la Terre, comme Pierre Rabhi, personne ne connaît Pierre Rabhi, mais j'insiste. Pierre Rabhi, donc il prône un retour à la Terre, plus la sobriété heureuse. Ouais, la simplicité de la vie. Moi je suis né à la campagne, j'adore la campagne, je vis en campagne et j'ai tout fait dans mes choix aussi professionnels de pouvoir un jour me payer une maison à la campagne. Donc j'ai envie de te dire que j'ai plutôt une vision nature, mais je suis quelqu'un qui aime bien la technologie et qui aime bien toutes ces avancées-là, tout ce que ça apporte. Donc l'idée, ça serait peut-être de trouver un peu l'alchimie entre les deux, c'est de garder ce côté nature, humain, proches les uns des autres. Pour moi, la technologie, ça ne doit pas nous séparer, ça doit nous renforcer justement. Donc j'ai envie de te dire que ça serait Mars en pleine nature. Ok, je l'imagine pas, mais ça me va. Ça fait une belle conclusion, je pense. Merci Fabien. Merci Rémi. Cool. Merci. C'était sympa. Plus détendu là. Ouais, ça va mieux. Mais je reste un peu. Mais je reste. Interviewé. Au top. Ouais, j'étais encore un peu... Non, mais